Bienvenue dans Un jeune, une histoire, la série audio qui donne la parole aux jeunes de 20 ans et moins. Une production signée Colette Cause, animée par Eva Bourgin. Coucou Ilona. Coucou. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Colette Cause et bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts Un jeune, une histoire. Inviter un jeune ou une jeune adulte pour qu'il ou elle puisse nous expliquer une leçon, une histoire ou une expérience qu'elle a tirée de la vie et qu'il ou elle aurait envie de nous partager. Merci de m'accueillir, c'est un honneur et ça va être cool. Comment tu te sens déjà? Voilà, je suis un peu stressée, je me dis qu'il faut pas que je dise n'importe quoi, mais ça va aller, j'ai bu du café donc Ça fait bien. Ça va bien se passer. Alors, quand je t'ai connue, il y a tout juste 1 an, tu m'as informé que tu étais atteinte, d'albinisme. Alors moi, je connaissais pas trop, je me suis renseignée et je me dis qu'il y a plusieurs personnes, qui sont comme moi, qui connaissent pas trop, ce que c'est. Est-ce que tu peux, nous expliquer, voilà, en quelques mots? pas de souci. Alors, l'albinisme, en fait, c'est une anomalie génétique qui se traduit par généralement un manque de mélanine, qui est le pigment qui colore la peau, les poils, les yeux, les cheveux. Et c'est souvent aussi en lien avec une déficience visuelle. Pour que une personne soit atteinte d'albinisme, il faut que les deux parents soient porteurs d'un gène pardon, de l'albinisme, étant donné qu'il y en a une multitude, et il faut que ce soit en plus de ça exactement le même gène. Souvent, on croit que c'est davantage les personnes d'origine noire qui sont atteintes d'albinisme, mais ça, c'est un gros cliché. Il n'y a pas d'ethnie pour être atteint d'albinisme. Il y a n'importe quelle nationalité, personne qui peut être atteinte de la maladie, et aussi des animaux qui peuvent être aussi atteints, et aussi des plantes. Je me suis renseignée. OK. Et donc ça s'appelle pas vraiment l'albinisme, il me semble, et c'est pas en lien avec la mélanine, mais c'est avec un manque de chlorophylle qui teint, en fait. Voilà. OK. OK, super intéressant. Comment on a su que tu étais atteinte, d'albinisme? C'est depuis la naissance? Est-ce qu'on l'a vu tout de suite? Alors, c'est pas quelque chose qu'on voit sur les échographies parce que c'est surtout physique, donc la couleur de la peau, on la voit pas dans le ventre. Mais donc ma mère, du coup, je lui ai posé la question de comment ça s'était passé pour elle. Quand elle a accouché, elle m'a dit qu'elle avait tout de suite vu qu'il y avait une différence. Elle a tout de suite pensé à l'albinisme, même si elle connaissait pas vraiment la maladie. Et donc c'est surtout au fur et à mesure, elle s'est rendue compte que j'avais, au-delà des cheveux très clairs, des problèmes de vision, où j'étais quasi aveugle, en fait, à la naissance. Et donc c'est là qu'elle s'est interrogée, elle a essayé de voir plusieurs médecins. Et donc c'est une médecin de Strasbourg qui a posé le diagnostic, donc plusieurs mois plus tard. Et donc une petite anecdote que ma mère m'a racontée, et qui l'a marquée quand je suis née, c'est donc le pédiatre qui lui a fait une petite réflexion en lui disant vous inquiétez pas, dans le noir, elle est comme tous les autres enfants». Voilà. Chouette. Comment après ta maman, elle a géré ça, au niveau des démarches? Est-ce qu'elle a aussi été guidée, par ce médecin qui a posé le diagnostic? Comment ça s'est passé? Alors de ce qu'elle m'a raconté, c'est elle, personnellement, elle a fait énormément de recherches. Elle a découvert une association qui s'appelle Jeune Espoir, qui a été créée par une maman qui a 3 enfants, dont 2 qui sont atteints d'albinisme aussi. Et donc ils l'ont accompagnée dans tout ce qui était médical et pédagogique, parce qu'il y a certains suivis pédagogiques aussi qui doivent être mis en place. Et donc c'est grâce à cette association qu'elle a découvert la maladie, et puis tout ce qui pouvait être mis en place. Parce que du coup, dès la naissance, quand tu es née, ta maman l'a vu, de par ta peau. Donc tu as les cheveux, on va dire, blancs, argentés. Argentés, plus blanc, qui viennent au blond, les sourcils aussi. Est-ce qu'au-delà du physique, tu as d'autres, dont tu parlais de déficiences visuelles? Comment tu as géré ce problème, de vue? Alors, ma maman, du coup, pour tout ce qui était accompagnement visuel, elle s'est renseignée. Elle a vu que c'était possible d'élargir le champ de vision, parce que généralement, quand on est atteint d'albinisme, on a un champ de vision donc plus restreint. Et donc dès mon plus jeune âge, elle a stimulé mon champ de vision avec des cibles. Après, elle a incorporé des couleurs, et cetera. Et j'avais plusieurs rendez-vous médicaux chez des ophtalmos, et comment on appelle ça pour tout ce qui est réflexe, je sais pas, psychomotricien. Mmh. Psychomotricien.
Donc toute mon enfance a été un peu rythmée par, les rendez-vous, médicaux. Mais sinon d'un point de vue personnel, souvent justement j'ai encore parlé de ça avec ma maman, mais elle m'a dit que, je compensais souvent en fait mon manque de vision avec, d'autres, capacités. C'est-à-dire que je sens énormément les choses et il y a des choses certaines choses, que j'ai gardées même aujourd'hui. Je sens, généralement, tout. Je fais très attention, aux détails. C'est comme ça que, je repérais souvent les gens à leur démarche, même si je ne les voyais pas, clairement. Et pareil pour ce qui est, de l'audition, c'est-à-dire que j'ai une audition assez développée. Quand j'étais petite, je pouvais, savoir qui, marchait, juste en reconnaissant les pas parce que du coup, ça m'aidait à compenser en fait, le manque, visuel. Mmh. Voilà. Et pour, donner un ordre d'idée en chiffres, donc de loin, j'ai, 2,5 d'un œil et 3,5 de l'autre. Et de près, j'ai environ 7 ou 8 dixièmes, voilà. Mmh. Et tu portes pas de lunettes ou de Normalement, je suis censée les porter, mais c'est vrai que j'ai appris à être sans, mais normalement, je devrais les porter. la compensation, elle est toujours là, dans le sens où tu fais avec et Ouais, on ouais. s'y habitue, puis, ça fait partie de moi et je vois pas la différence. C'est-à-dire que cette compensation-là, je m'en rends pas compte. Enfin, je le fais, de manière naturelle, Tu as eu des opérations, du coup, pour bah, ça? oui, quand j'avais 4 ans, on m'a opérée parce que j'ai aussi donc un nystagmus, qui se traduit par le mouvement des yeux, hein, de tremblement. Et donc quand j'étais petite, j'avais une fixation, vers le bas et donc on allait voir un médecin, le fils d'un médecin très connu, il me semble à Nancy, qui est réputé dans le domaine et donc qui m'a, littéralement, sorti les yeux des orbites pour toucher, les câbles derrière, pour remettre les yeux, sur une ligne, horizontale plutôt qu'une fixation vers le bas. Mmh. Et donc voilà, c'est ma plus grosse opération et c'est la seule opération que j'ai eue, pour mes yeux. Du coup, tu disais, que tu es atteinte d'albinisme depuis la naissance. Ouais. Est-ce que tu as des frères et sœurs qui, eux, justement, ne sont pas, atteints de cette maladie? Alors oui, j'ai un frère et une sœur et tous les 2 ne sont pas atteints de la pathologie et donc étant donné que, c'est un gène, donc c'est génétique, on a essayé de chercher, qui était atteint d'albinisme à la fois du côté de mon père et de ma mère et on ne sait pas d'où vient, le gène et je suis la seule, à notre connaissance atteinte d'albinisme alors que, bah, c'est génétique. Donc il y a forcément, quelqu'un des 2 côtés. Pour donner un ordre d'idée, en France, non, dans le monde, l'albinisme, touche une personne, sur, 20 000. Ouais, Voilà, c'est une petite partie de la population. tu es unique. Petite. En fait, il y a plusieurs degrés sur, chaque élément. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, qui vont avoir, la peau très claire et les yeux foncés. Oui. Des personnes qui vont, ne pas avoir de problème de vision. D'autres qui vont avoir la totale comme moi, les cheveux, les yeux et cetera. Et des personnes qui vont avoir des plus gros problèmes de vision, que moi, qui peuvent être, quasi aveugles. Mmh. Oui. Oui. Ça, il y a plusieurs degrés sur chaque facteur, Oui, ça change en fonction de la personne et du gène, du coup, c'est ça. porteur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais toujours des contrôles, des soins, par rapport à ça? Alors, normalement, donc tous les ans, j'ai des rendez-vous chez, les ophtalmos pour voir, comment ça évolue, mais généralement ce n'est pas dégénératif. C'est-à-dire qu'il y a pas vraiment d'évolution, négative ou positive généralement quand le diagnostic est fait. Quand il y a une évolution qui est faite, c'est surtout, quand on est très, très jeune. C'est-à-dire que moi, je voyais presque rien quand j'étais née et j'ai gagné en vision grâce aux exercices, de ma maman. Hem Mais sinon, à partir d'un certain âge, c'est assez stable et ça évolue pas trop, quoi, pour la vision. Et donc le deuxième aspect qui est important, avec l'albinisme, je l'ai pas précisé avant et donc c'est donc la peau, qui est très sensible du coup, au soleil et qui peut, quand on est atteint d'albinisme, on a une tendance plus importante, à avoir des cancers de la peau. Donc ça nécessite un suivi dermatologique, des grains de beauté et cetera qui peuvent être indicateurs, d'un cancer ou non. Et donc ça doit être, normalement tous les 6 mois, aller chez le dermatologue, pour voir si tout va bien. Mmh. Voilà. Donc oui, il y a quand même des petits contrôles, Mmh. quand même, pour faire attention, à toi et comment, ça stagne, si ça stagne ou si ça évolue. Comment, tu vivais cette maladie, quand toi tu étais petite? Je me demande, si tu te posais, avant même d'avoir la prise de conscience et de rentrer dans l'adolescence, si toi tu ressentais cette, différence, on peut appeler ça, ou le poids de cette maladie par rapport à des copains, des copines à l'école? Alors moi, c'est plus je me suis rendue compte que j'étais différente,
en fait, j'ai l'impression que je l'ai toujours su, mais plus parce que j'ai eu très jeune des rendez-vous médicaux et on en parlait, depuis que je suis petite. Je le savais, que j'étais atteinte d'albinisme et cetera. On en parlait beaucoup avec ma maman, ça a jamais été, et mon papa aussi, un tabou. Et après, c'est vrai que tu comprends vraiment que tu es différent à partir du moment où les gens te le font comprendre. C'est-à-dire que si personne ne m'avait fait de réflexion, je me serais jamais dit, «Ah mais tu différente en fait». Ouais. Non, c'est vraiment parce que les gens te font des réflexions et étonnamment, alors il y a des enfants qui vont être, qui vont avoir des questions, sur tes cheveux et cetera, mais aussi des adultes. Voilà, comme quoi, la bêtise, ne touche pas que les enfants et voilà, des parents qui demandaient à ma maman si elle me décolorait les cheveux, les cils et les sourcils, à 5 ans. Oui, bon voilà quoi. Mmh. Pour ce qui est de l'école, j'ai eu de la chance parce que j'ai toujours eu, des groupes, d'amis. Je me suis jamais, sentie, seule, on va dire. Par contre, oui, il y avait dans mes groupes d'amis, il y avait souvent des réflexions et cetera, surtout au collège, mais vu que je savais pas vraiment comment réagir, je rigolais beaucoup parce que j'avais pas envie d'être la personne qui se vexe, et qui accepte pas, mais au fond, j'étais là en mode: «Ah, c'est pas sympa!» mais je rigolais puis je faisais comme si c'était super drôle et puis voilà, on passait à autre chose, quoi. Mais voilà. Mais c'est vrai que je pense pas avoir, été, victime d'harcèlement scolaire et quand j'ai été, témoin de d'autres personnes qui étaient victimes de harcèlement, je me disais: «Mais pourquoi elle, et pas moi?» parce que j'avais l'impression d'être plus légitime enfin, à même d'être harcelée, par rapport à quelqu'un qui était, jugé comme normal. Mmh. Voilà. C'est quoi les phrases qui t'ont marqué dans ton enfance, sur, l'albinisme, sur la maladie, que tu as? Des trucs, mais souvent c'était des personnes âgées qui étaient là: «Ah bah, il faut peut-être aller bronzer, oh bah, qu'est-ce que» enfin, c'était souvent des trucs comme ça ou bah, une des mamans, qui disait à son enfant: «Regarde, c'est comme un ours blanc», C'est terrible, enfin moi je ris nerveusement, mais c'est juste ouais, enfin bon, au bout d'un moment, tu te dis, puis je me dis pour ta maman aussi, c'est, déjà qu'elle a dû faire face aux Mmh. réflexions des médecins, tu étais à peine née Ouais. et que c'est ce processus un peu de discrimination et de harcèlement continue aussi pour elle Ouais, et que ouais. Surtout des adultes qui posaient des questions, il y a une autre anecdote, c'est arrivé, j'étais à Nice, on était à la plage avec ma sœur, parce que ma sœur habite à Nice. Et donc il y a une maman qui a en fait, j'ai compris que c'était une maman qui avait, demandé à sa fille de venir me voir pour savoir, pourquoi j'étais blanche et j'avais les cheveux blancs et en fait, je te dis: «Mais les gens sont débiles, quoi». Enfin, à quel moment tu te dis: «Je vais demander à ma fille d'aller demander, à la personne là-bas, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, pourquoi elle a les cheveux blancs?» mais en fait, surtout qu'on est quand même dans une société où on définit les gens par leur apparence, donc leurs caractéristiques physiques, Mmh. avant même que ces personnes-là ouvrent la bouche. Donc je me dis quand tu as une maladie qui, justement, te fait avoir des caractéristiques, qui peuvent être différentes de la majorité de la population, c'est, ce stéréotype, sociétal, c'est encore plus dur, enfin, je trouve. Enfin, je sais pas, pour les personnes qui sont atteintes, d'albinisme, en tout cas. Bah, je sais que pour l'acceptation, moi, ça a été je suis passée par plusieurs étapes. C'est-à-dire que, il y a une période de ma vie, je crois que c'était, fin primaire, début collège, j'avais vraiment une phobie sociale. Ouais. C'est-à-dire que, surtout quand on allait faire les magasins, enfin les courses et cetera, j'avais, l'impression que tout le monde me regardait et dans le sens négatif. Ouais. Qui se disait: «Ah mais, elle est immonde», La des trucs peau, comme ça. ses cheveux. Ouais. Mmh. Et du coup, j'étais à l'affût des regards et ça me bouffait, quoi. Et donc au fur et à mesure, je sais pas trop comment ça s'est fait, mais d'un moment, enfin, je me suis dit: «Bah, au bout d'un moment, je suis née comme ça, je vais mourir comme ça, donc c'est soit j'accepte, soit, je vais me tirer une balle». Donc Ouais, faut c'est une bonne un bon choix. en fait, c'est juste la vie des gens, moi, je c'est pas dégénératif, donc je suis pas malade, j'ai pas besoin Oui, c'est ça. d'avoir des soins et cetera et c'est juste, ben, physique. Alors oui, j'ai les problèmes de vue et cetera, mais enfin, je veux dire, la vie des gens. Bah, de toute façon, tu as pas le choix de passer outre. Ah bah, sinon ça te bouffe toute ta vie et c'est pas cool, enfin c'est pas cool. Non. C'est cool pour ça. Non, mais bien sûr, tu finis par être rongé, jusqu'à ta mort, en fait et tu pas vécu pour toi, quoi. Mais voilà. Est-ce que tu te souviens de ce qui t'a aidé, même si tu dis que justement, tu pas trop de souvenirs de ce qui a pu t'aider à accepter aussi, mais est-ce que tu te souviens de quelque chose qui te faisait du bien par rapport à ça, au regard, des gens qui est finalement plus handicapant, hein? Entre la maladie et le regard des gens, c'est le Ben, regard qui pèse.
Je sais qu'il y avait à un moment donné, je regardais beaucoup des interviews de personnes qui étaient, atteintes d'albinisme. Je voyais que, ben, on passait tous par les mêmes moments, de remise en question et cetera, de doute où tu as envie d'être normal, en fait. Tu te dis: «Mais pourquoi, moi, en fait?» Et en fait, bah, c'est la vie. Mais, et puis, bah, moi, j'ai énormément réfléchi. C'est-à-dire que au début, je crois que j'ai été accompagnée par des psychologues, mais très vite, on n'a plus vu de psychologue et j'ai l'impression que ce parcours un peu psychologique d'acceptation, j'ai voulu le faire toute seule. C'est-à-dire que je prenais beaucoup de temps, je réfléchissais énormément, toute seule en me disant: «Il faut que» je sais pas, ça s'est fait au fur et à mesure, en fait, où je réfléchissais, je me disais: «Non, ça, c'est pas grave, ça, c'est» ce qui fait que maintenant, je suis un peu je m'en foutiste sur énormément de choses, Et mais le besoin que tu choisis, pour, quoi tu vas à mettre de l'énergie, ce pourquoi tu vas être sensible ou autre, tu fais plus le tri, quoi. Avec une ouais, certaine maturité, je pense, aujourd'hui. ouais, mais peu importe les sujets. Ouais, dans ta vie. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu as, 20 ans, je voulais, en venir à ça, justement. Est-ce que tu oublies, depuis le début, du podcast, on parle de maladie, Ouais. de handicap. Mmh. Est-ce que déjà, tu oublies que tu as ça? Ouais. Et est-ce que tu considères vraiment, aujourd'hui, ça comme un handicap ou une maladie? Alors, je dirais, aucun des 2 finalement. Parce que je souffre pas physiquement de cette anomalie, génétique. Ça a été très dur psychologiquement, mais, je suis passée par plusieurs étapes et cetera. Mais maintenant, c'est-à-dire que après j'ai toujours cherché à faire en sorte que ça ne se voit pas. Donc généralement les gens, ne savent pas tout de suite, que je suis différente et puis ils vont se poser forcément des questions, vis-à-vis de mon physique et cetera. Mais, à chaque fois, enfin, ils étaient plutôt surpris de savoir que j'étais malvoyante ou quoi que ce soit. J'ai toujours voulu cacher ça et faire en sorte que les gens se disent que je suis normale parce que je me définis pas par, mon albinisme. Enfin, je suis pas, juste ça. Enfin, il y a plein de choses qui font qui je suis. Alors oui, il y a forcément une grande partie de ma personnalité qui vient de tout ce que j'ai vécu par rapport à l'albinisme, enfin, par rapport aux façons dont je peux réagir à certaines situations. Il y a plein de mes réactions qui sont liées à ce que j'ai vécu. Tu te sens relativement, en paix, aussi avec ça, aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, je suis très, très bien avec, ma peau, je suis très, très bien avec mes cheveux. Je suis pas mal à l'aise, de montrer ma peau, mes cheveux, mes yeux et puis, toutes les personnes, qui peuvent faire des réflexions, bah, je m'en fous royalement, quoi. C'est Mmh. super. Voilà, ce je conseille de se foutre, mais à qui que ce soit quelqu'un qui ait aucun problème, de peau ou quoi que ce soit, enfin vraiment, on s'en fout, quoi. Parce que vous êtes seul et les gens, ils vous connaissent pas, ils savent pas, ce que vous avez vécu ou quoi que ce soit, donc on s'en fout réellement. Tu une bonne pub pour, faire ça. Mais est-ce que, aujourd'hui, tu regardes des gens aussi évoluer? Tu es devenue, une jeune femme. Je veux pas stigmatiser ni mettre les hommes dans une case, mais je me pose aussi la réflexion de me dire, en tant que jeune femme dans la rue, on a déjà ce regard-là sur notre apparence et j'en reviens aussi à la couleur de cheveux, la couleur de peau, qui, peut, étonner certaines personnes et donc, bah, ce harcèlement aussi qui parfois les jeunes femmes sont victimes, peut, grandir, va être encore plus pesant. Alors, je sais pas s'il y a un lien vraiment, propre à ma couleur de cheveux et la façon dont les hommes se comportent avec moi. Je pense que n'importe quelle femme peut, raconter une histoire qu'elle a vécue, d'harcèlement ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que, j'ai été amenée à être, dans plusieurs situations, dérangeantes, même quand j'étais très jeune, à 13 ans, on m'a dit des trucs, c'était horrible et maintenant, enfin, dès que j'ai une interaction avec un homme, mon Dieu, j'ai souvent des réflexions dans la rue, d'hommes, qui font des petits commentaires en mode: «Oh là là!» ou des trucs comme ça et ta gueule, quoi. Ouais, C'est lourd ouais. et je sais pas si ça a vraiment un lien. Je pense qu'il y a une espèce de curiosité sur la couleur de Ouais, cheveux et cetera. Peut-être qu'il y a un fantasme un peu bizarre, ouais. de pouvoir fréquenter des personnes un peu, je sais pas, originales physiquement. Atypique, ouais, si on peut dire ça comme ça, ouais. Voilà, je pense qu'il y a un peu de ça. En fait, je pense que Heureusement. c'est vraiment une curiosité qui est un peu malsaine Ah oui, ouais. et donc ce qui fait que oui, j'ai l'impression d'avoir des fois plus de réflexion que, d'autres, personnes autour de moi. Je m'intéressais aussi,
aux médias parce que là, on parle, de la population, mais je m'intéresse aussi aux médias, à l'information. Quand, j'ai cherché des informations à propos de cette maladie, j'ai l'impression que c'est encore, très, cliché, stéréotypé parce qu'on ramène souvent, comme tu l'as très bien dit, cette maladie à la population, d'Afrique subsaharienne, enfin la population noire. Est-ce que toi, tu as ce ressenti aussi que cette maladie enfin, que l'albinisme en soi est encore, pas très bien, on va Connu. dire connu, merci, au regard, des gens de la population? Il y a plusieurs choses qui m'ont marquée, mais surtout quand j'étais jeune, c'était, les médecins, en fait, la méconnaissance de la pathologie par les médecins et ophtalmologues, qui, connaissaient pas du tout la maladie, et tu te dis: «Mais ah ouais, quoi». Bon bref, je suis déjà allée chez le médecin pour d'autres raisons et il y a toujours un peu cette curiosité aussi de la part des médecins qui posent des questions par rapport à l'albinisme alors que c'est pas le sujet, quoi. Ouais. Cette curiosité ou qui m'a mis, parfois un peu mal à l'aise alors que c'était pas le sujet et sinon oui, les gens en général, ils ont plein de stéréotypes. Ils pensent à chaque fois que ça ne touche que l'Afrique, Après j'ai entendu plein de choses horribles, sur, les personnes atteintes d'albinisme en Afrique. Je sais que typiquement au Kenya, c'est un peu vu comme Une malédiction. une malédiction ou une bénédiction. C'est-à-dire qu'il y a du trafic d'organes, de personnes atteintes d'albinisme, enfin, c'est tout un truc. Donc, je suis contente d'être née en France, mais Ouais. ça fait peur, quoi. Oui, clairement, oui, oui, j'avais lu pas mal de choses assez, atroces au niveau du trafic, d'humains, au niveau des yeux, des cheveux et cetera. Ça me coûte cher. C'est terrible, mais comme tu disais, il y a une curiosité, Mmh. comme on le disait précédemment, de la part des hommes ou des femmes, hein, qui peuvent être aussi, dans le harcèlement, acteurs de Ouais. l'harcèlement et aussi une curiosité, médicale de la part des médecins qui, là, justement, dévient sur un sujet, complètement, hors sujet pour le coup, par rapport à la visite aux visites Ouais. que tu peux faire. Alors qu'à la base, tu vas chez le médecin, tu as envie d'être en confiance et cetera et puis quand il commence à aborder le sujet alors que c'était pas l'objectif de la consultation, ça me met pas en confiance et c'est un peu malsain, quoi. Ouais, il y a encore ce côté, curiosité, vu que, peut-être qu'ils en voient Ouais. pas beaucoup, donc ils sont là, Des fois, j'ai eu l'impression d'être l'animal aux zoo, quoi. ouais, un petit peu le cobaye du laboratoire. Voilà. Est-ce que dans un sens, toi, tu as remarqué qu'il y a un petit peu plus de sensibilisation ou de personnes qui essaient de monter, on va dire, une communauté pour que cette maladie soit reconnue, connue, et qu'on ne soit plus étonné, en fait, dès qu'on Ouais. parle d'albinisme? Au fur et à mesure, c'est vrai que j'ai vu plusieurs interviews qui sont passées avec personnes atteintes d'albinisme. Il y a plusieurs associations, comme je disais tout à l'heure, l'association Jeune Espoir, et il y en a plein d'autres que je connais sûrement pas, qui ont fait créer. Et puis, je repars sur les médicaments, mais par exemple, ma mère utilisait un masque à LED pour faire du bien à la peau. Et donc, il y a quelques années, on n'aurait jamais pu voir, attention à ne pas utiliser si vous êtes en situation d'albinisme. Mais maintenant, donc, sur la notice, il y avait indiqué, attention, Mmh. pour la peau. Et donc, je suis sûre qu'il y a plein d'objets du quotidien, notamment par rapport aux UV, et cetera, où il n'y a pas encore l'indication de faire attention quand tu as un albinisme, mais il y en a de plus en plus. Il y a des personnes, comme là, je vois, que tu as devant toi un livre, Oui. tu vois ce que je veux dire? De Cécile Yang Oui. et je crois que c'est une personne aussi qui a, depuis, des années, une vingtaine d'années, je dirais, qui combat, aujourd'hui, qui est elle-même atteinte Oui. d'albinisme. Est-ce que tu veux, en parler? Alors, justement, donc, c'est ma maman qui a connu, Cécile, en lisant, quand elle se documentait sur, la pathologie. En fait, elle a, découvert le livre de Cécile, donc qui s'appelle, comme tu le disais, «Tu vois ce que je veux dire?» Et donc en lisant son livre, elle a adoré, en fait, la façon dont Cécile parlait de la maladie et cetera. Elle l'a contactée et donc en fait, ma mère et moi-même, avons rencontré, Cécile, quand j'étais petite. Elles ont beaucoup échangé, entre elles et puis, étant donné que Cécile était, donc atteinte d'albinisme et très engagée et elle était presque aveugle. Elle l'est toujours du coup. Et donc du coup, tu l'as rencontrée. Est-ce que tu te souviens de cette rencontre aussi, Alors moi, je me souviens pas du tout Ouais. de cette rencontre. J'avais 4 ans donc Ouais. ça remonte, un petit peu
mais je sais que j'ai retrouvé une photo de Cécile et moi à une conférence justement de l'association Jeune Espoir. Et donc, on a déjà rééchangé avec Cécile par mail, etc. Et ça me fait toujours plaisir de parler avec elle. Oui, il y a de plus en plus de personnes comme Cécile qui sont très engagées Ouais. et qui permettent aussi que cette maladie, en tout cas cette anomalie génétique, soit reconnue aussi de tous et qu'on arrête de se poser des questions, en tout cas pleines de clichés, pour le respect aussi de ces et ceux qui sont atteintes de cette maladie. L'épisode va bientôt se terminer, mais j'aurais encore 2 questions. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui aider les personnes qui sont atteintes d'albinisme, selon toi? Bah, je pense que c'est important en fait, plus il y aura de sensibilisation, moins les gens feront sûrement de réflexion, vis-à-vis d'un physique, typique. Après, il y aura forcément des gens qui feront des réflexions et même, au-delà de votre physique, il y aura toujours des gens qui seront là pour dire des choses, sur vous. Donc voilà, parlez-en, autour de vous. Il y a plein de personnes, qui seront là pour, vous écouter. Après, d'un point de vue, éducatif, je sais que moi, j'ai été très accompagnée, dans les études et voilà, continuer à prendre en compte, ces déficiences, essayer de les accompagner au mieux pour leurs études et arrêter de faire, comme si, parce qu'ils sont en situation de handicap, ils ne veulent pas faire d'études ou ils vont direct aller travailler, dans des centres spécialisés. Non, en fait, c'est pas parce que tu es atteint, d'albinisme ou atteint de n'importe quel handicap que, tu as envie de finir au coin d'un petit village, dans un centre, spécialisé. Non, non, ça me fait la haine. Levons-nous. Non, mais clairement, ouvrons les yeux pour voir aussi ce que les personnes atteintes de cette maladie veulent dire. J'ai l'impression aussi que cette maladie de base que tu as depuis petite, aujourd'hui, c'est une force. Et puis, dans un sens, c'est un point hyper positif parce que ça a développé une sensibilité chez toi. J'imagine que l'injustice, c'est que la différence te touche aussi profondément. Ouais. Que tu comprends mieux les gens aussi qui souffrent de ça, peut-être. On entendra rarement dire quelque chose de mal sur quelqu'un et pareil, je déteste voir même si j'estime, ne jamais avoir été vraiment seule, je déteste, voir des personnes, mises à l'écart, dans une situation, dans un groupe et cetera. Je déteste ça. Donc oui, il y a cette forme de sensibilité et aussi cette forme de détachement total de tout ce que les gens peuvent dire. Ce qui fait que maintenant, j'ai honte de presque rien et j'ai peur de presque rien et donc ça m'a forgée en gros. J'ai vraiment une force mentale, qui est assez importante. Donc la fierté aussi d'avoir traversé Ouais, tout ça ouais. et de porter ce gène qui sera avec toi jusqu'à ta mort, mais j'espère très longtemps. Ouais. On espère. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour cette conversation. Merci à toi. J'ai appris plein de choses sur l'albinisme. J'espère que les gens, celles et ceux qui écouteront ce podcast, en sortiront informés, touchés. Un jeune, une histoire, donc il y en aura d'autres. Merci d'avoir été la première et puis on se retrouve très vite sur Call It Cause. Bisous!